Êtes-vous bien attentif? On n'y voit pas à 5 mètres de distance. Seeing the monster? Not very good, but, wait a minute, what's that out there? I had one particular object in mind. Still hope that some part of an animal's skeleton could be found on the bottom of the loch. On a utilisé des caméras sous-marines et des engins submersibles. Believers were won over by these images. Tonight, we'll take a hard look at the new evidence. Le 2 mai 1933, l'Inverness Courier, un journal local écossais, révèle qu'un couple d'hôteliers de Drumnadrochit aurait observé une créature inconnue dans le Loch Ness, la plus grande réserve d'eau douce de Grande-Bretagne. It just rose out of the water, black, wet, with the water rolling off it. And I yelled at my husband, "Stop the beast!" Dans les semaines qui suivent, la presse rapporte d'autres observations. La créature commence à être qualifiée de monstre. Le monstre du Loch Ness est en train de naître. Les livres et documentaires consacrés au monstre du Loch Ness se répartissent entre deux catégories. Ceux qui tentent de montrer que le lac écossais abrite des créatures inconnues et ceux qui contestent la réalité des faits en se demandant pourquoi une partie du public accepte de croire à des créatures imaginaires. Mais poser le problème ainsi revient à ne raconter qu'une partie de l'histoire. Comment en effet comprendre les prises de position de ceux qui admettent l'existence de la créature si on ne décrit pas aussi les arguments qui leur ont été opposés depuis 1933 ? Cela revient également à oublier que cette histoire, comme bien d'autres, a d'abord et avant tout été reprise parce que la plupart des journalistes et une bonne partie du public étaient sceptiques et souhaitaient pointer du doigt la crédulité de leurs contemporains. Le dossier du Loch Ness appartient à la longue histoire de la dénonciation de la prétendue crédulité humaine. On ne peut donc séparer ce sujet du débat qu'il a suscité. Cette vidéo propose donc de retracer l'histoire du monstre du Loch Ness sans prendre parti, sans introduire d'anachronisme et en replaçant les faits dans leur contexte. Revenons en 1933. Après l'été, l'histoire parvient jusqu'à Londres. Elle est présentée comme un canular ou comme la preuve de la crédulité du public. Mais les journalistes commencent à se rendre sur place. Ils contribuent ainsi à entretenir des débats sur l'identité de la créature, aussi incrédule soit-il. Meanwhile, a specially organized movie-tone expedition, consisting of a full big-game camera crew unit, sets out from London, armed to the teeth. De nombreuses explications sont avancées. S'agit-il d'un esturgeon, d'une otarie, d'une tortue marine, d'un dauphin, d'un orque ou d'un crocodile ? L'une des hypothèses assimile le monstre à un serpent de mer qui se serait égaré dans le lac écossais. Il est important de rappeler que le serpent de mer, tombé aujourd'hui dans l'oubli, suscite d'intenses débats tout au long du XIXe siècle et du début du XXe. Au XIXe siècle, les découvertes de restes fossiles de reptiles marins préhistoriques se sont multipliées. Le monde a cessé d'être réduit aux chronologies bibliques. Les milliers d'années qui nous séparaient de sa création se sont transformées en millions d'années, avant de devenir plus tard des milliards d'années. En 1852, les reconstitutions de dinosaures du Crystal Palace à Londres remportent un immense succès. Pourquoi certains de ces animaux n'auraient-ils pas survécu ? Dans un monde aux océans si vastes, dont les cartes comportent encore tant de régions inexplorées, de nombreuses observations de serpents de mer et d'autres créatures énigmatiques, marines ou terrestres, sont rapportées tout au long du XIXe siècle. Pour certains, ces animaux non identifiés pourraient être des plésiosaures survivants.
des explorateurs signalent des créatures préhistoriques dans certaines zones de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud. En 1919, au Congo. En 1922, dans un lac de Patagonie. Les romanciers s'emparent de ces histoires. À la fin du XIXe siècle, Jules Verne décrit des monstres marins dans plusieurs romans. Le calmar géant de 20 milieux sous les mers est resté célèbre. Le serpent de mer des histoires de Jean-Marie Cabidoulin, par contre, a été largement oublié. En 1912, dans The Lost World, le monde perdu, Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, envoie des explorateurs à la découverte d'animaux préhistoriques qui survivent au sommet d'un plateau de la jungle amazonienne. La bande dessinée multiplie les récits, faisant intervenir toutes sortes de monstres. Les dragons médiévaux sont transformés en animaux préhistoriques. Le cinéma d'invention toute récente s'empare du thème des mondes perdus. En 1919, dans The Ghost of Slumber Mountain, un explorateur découvre des créatures de notre âge, avant de réaliser qu'il s'agissait d'un rêve. En 1925, Le Monde perdu de Conan Doyle est adapté au cinéma. En 1933, l'année où le monstre du Loch Ness commence à être signalé, King Kong est un événement mondial. Un gorille géant est découvert sur une île perdue du Pacifique, peuplée de dinosaures. La même année, une suite, Son of Kong, le fils de Kong, met à nouveau en scène des monstres aquatiques. Depuis le XIXe siècle, les ouvrages de sciences populaires multiplient les représentations de plésiosaures nageant le cou dressé hors de l'eau à la manière d'un cygne. Souvenons-nous de ces représentations, nous allons les retrouver plus loin. En 1934, les dinosaures attirent le public de l'exposition universelle de Chicago. Here's King Kong himself and two of his gentle playmates entertaining the Midway crowds. And here's the world-famed dinosaur. You can get an idea of its size by comparing it with the little visitors who are fascinated by this giraffe-necked terror of the swamps. Et il est difficile d'oublier que depuis 1933, le Loch Ness n'est malheureusement pas le seul endroit où l'on signale un monstre. Revenons au Loch Ness. Malgré leur scepticisme, les journalistes organisent la surveillance. Les photos de phénomènes étranges observés à la surface du lac se multiplient. En décembre 1933, le Daily Mail, un important quotidien populaire de Londres, envoie un expert sur place. À l'époque, être expert se réduit souvent à avoir passé des années à trucider toutes sortes d'animaux exotiques aux quatre coins des colonies annexées par les pays européens, avant de faire empailler ses trophées. L'idée qu'un animal vivant puisse présenter un quelconque intérêt n'effleure guère la plupart de ces experts. Le chasseur sollicité par le Daily Mail découvre des empreintes étranges sur les berges du loch. Mais en janvier 1934,
Des chercheurs du Musée des sciences naturelles de Londres montrent qu'il s'agit d'empreintes de la patte gauche d'un hippopotame. L'affaire est une supercherie. Le grand chasseur blanc est ridiculisé. Le 21 avril 1934, coup de tonnerre. Le Daily Mail publie un cliché réalisé par un gynécologue de Londres, Robert Kenneth Wilson. Soigneusement recadrée, la photo est reprise par la presse dans le monde entier. La créature adopte la pose classique du plésiosaure, diffusée depuis le début du XIXe siècle. Ce cliché va devenir en quelque sorte la photo d'identité du monstre du Loch Ness, en inaugurant des décennies de controverses sur son authenticité. Deux théories s'affrontent. Pour certains, le monstre est présent dans le Loch Ness depuis longtemps. Il relie la créature au Kelpie, un génie des eaux appartenant au folklore. Pour eux, le Kelpie serait un animal préhistorique survivant, mythifié par la culture populaire. Cette thèse est renforcée par la découverte d'une légende racontant qu'un moine médiéval, Columba, venu évangéliser l'Écosse au VIe siècle, aurait été confronté à un animal aquatique dans la rivière Ness, au nord du Loch. Ceux qui défendent la thèse d'un résident permanent rappellent que 3 ans plus tôt, un quotidien local avait déjà évoqué la présence d'une créature dans le Loch Ness, mais l'idée d'un animal inconnu avait alors été rapidement écartée. Dans The Loch Ness Monster and Others, Le monstre du Loch Ness et d'ailleurs, le premier livre sur le sujet paru en juin 1934, Rupert Gould, un ancien militaire, défend une autre thèse. Auteur 3 ans plus tôt d'un livre sur le serpent de mer, il suggère que l'animal du Loch Ness est un monstre marin qui s'est égaré dans le Loch et qu'il pourrait s'agir d'une sorte de salamandre ou de triton géant. Un autre spécialiste du serpent de mer, le naturaliste hollandais Anton Oudemans, pense lui aussi que la créature du Loch Ness est un de ces serpents géants signalés par de nombreux marins. Il l'identifie à un pinnipède inconnu, un phoque géant doté d'un long cou. Les discussions sur l'existence et l'identité du monstre du Loch Ness sont alimentées par le fait que des créatures étranges continuent d'être rapportées dans d'autres régions du monde. La côte normande possède maintenant son monstre marin. Le voici, échoué sur la plage de Kerqueville. Il mesure 8 mètres. Le docteur Petit, sous-directeur du laboratoire des pêches coloniales au muséum, a étudié sur place ce curieux animal qui possède une tête de chameau, un œil unique, des nageoires de chimère, une peau de phoque, une chair de raie et des poils d'éléphant. Au cours des années qui suivent, malgré un premier film consacré au mystère du Loch Ness, les témoignages se raréfient. Pourtant, en 1938, en Afrique du Sud, des pêcheurs remontent dans leur filet un poisson demeuré inchangé depuis les temps préhistoriques, un sélacanthe. Un poisson de l'ère secondaire qu'on croyait disparu depuis 65 millions d'années. Même les dinosaures de Fantasia de Walt Disney en 1940 ne suffisent pas à relancer la discussion. Il faut dire que le public a désormais d'autres sujets de préoccupation. À la fin des années 1950, le monstre du Loch Ness, que les habitants de la région ont entre-temps affectueusement baptisé Nessie, opère son grand retour. Mais entre-temps, le monde a changé. Si certains continuent de s'interroger sur la survie possible de créatures inconnues dans certaines régions reculées, le succès paradoxal des sciences, avec la création de la bombe atomique, en conduit d'autres à penser la fin d'un monde que l'on croyait encore à découvrir. Godzilla, king of the monsters, alive, surging up from the depths of the sea. You may wish to deny it, but your eyes tell you it's true. Tout au long des années 1950, des films ne cessent de mettre en scène toutes sortes de monstres
dans un monde qui évoque encore la nature, mais aussi, de plus en plus souvent, les dangers de la technologie. The beast from 20,000 fathoms. Ces films ne se contentent pas d'inviter le public à croire à l'existence de toutes sortes de monstres. Ils mettent surtout en scène les arguments des débats suscités par ces créatures venues du fond des âges et découverts ou ressuscités par la technologie. Don't think a sea serpent got him, do you? No. Possibly concerned more sea monsters? I was thinking about it. Julie, you've been reading too many science fiction things lately. Look what they've done to me. I made no such claims as these. Look at this drawing. I knew it. Living horrors of the deep were described today by Professor Aronnax of the Paris National Museum. En 1957, un second livre est consacré au monstre du Loch Ness, More Than a Legend. Le livre analyse les nouveaux témoignages qui se sont accumulés et argumente en faveur de l'existence d'un animal inconnu, probablement un plésiosaure. De nouveaux enquêteurs débarquent sur les rives du Loch Ness. En 1960, la BBC consacre un épisode de sa célèbre émission Panorama au monstre du Loch Ness. Les spectateurs découvrent qu'un membre du Parlement, David James, s'est joint à la traque. Mr. James, what does the operation involve? Well, I've long had a hunch that this creature, like other rare creatures, might be predominantly nocturnal. So we've come up at the end of the year, in October, after the tourists and the motorboats have left, with these army-hired searchlights and 3.5-ton generators to keep 24-hour watch around the clock. Un autre enquêteur, un ancien militaire et ingénieur aéronautique, Tim Dinsdale, aurait filmé la créature, qu'il considère lui aussi comme un plésiosaure vivant. L'armée analysera le film quelques années plus tard. Leur conclusion, les images montrent une créature non identifiée, probablement animée. Certains naturalistes affichent leur scepticisme. Mais, en 1962, un autre naturaliste, Peter Scott, l'un des fondateurs du WWF, c'est lui qui a dessiné le fameux logo de l'organisation, avec le panda, fonde le Loch Ness Investigation Bureau, avec l'aide du parlementaire David James. Une équipe d'observateurs bénévoles s'installe pour de longues années sur les berges du Loch pour tenter de repérer et filmer la créature. Most of you are, so I'd best start at the beginning. As you know, citing reports from members of the general public and locals over the last 100 years, and RAF evaluation of film over the last 10 years, and more recently Birmingham University's sonar results all suggest that there's a large species of animal in this loch. Our object is to identify it by surface photography. Des scientifiques participent au projet.
What is your name, please? My name is Roy McCall. Un biologiste de l'Université du Chicago, Roy McCall, se joint aux efforts du Loch Ness Investigation Bureau, avant d'en devenir le directeur scientifique. If something was contacted that was alive, we have a device that might take a small piece of material and we could analyze it and decide whether tissue is involved and whether this is an animal. If we were fortunate, if it was a unique enough specimen, it might tell us a lot more. We wouldn't know that until we had a chance to examine the material with immunological and electron microscopy and so on. La notoriété de Nessie est telle que le célèbre Simon Templar, le héros de la série télévisée Le Saint, enquête en 1966 sur des meurtres attribués à la créature. Occasion pour lui de prendre une leçon de cryptozoologie, la discipline qui étudie les animaux à l'existence controversée. Why don't you face facts, Mr. Templar? But there aren't any facts to face. If the monster really exists, why hasn't he been discovered long before now? I'll tell you. The gorilla was unknown until 1847, a little over 100 years ago. No one had ever seen a giant panda until 1869, less than 100 years ago. The okapi wasn't discovered until 1901, quite accidentally at that. And the coelacanth, that's the most interesting one of all. The experts say that became extinct millions of years ago. How wrong they were. I know there was one caught in Africa in 1958. Well, there you are. But this proves nothing about Loch Ness. I'm absolutely convinced that it exists. En 1970, le célèbre Sherlock Holmes découvre que le monstre écossais est en fait un sous-marin utilisé par des espions au service de la couronne britannique. Holmes, I saw it. The monster. It's getting closer and closer. Décembre 1975. La science s'empare enfin de Nessie. La prestigieuse revue scientifique Nature publie des photos réalisées par l'Academy of Applied Science, un organisme dirigé par un avocat américain, Robert Hines. Specifically, what would some of the findings be? We did get something that looks very much like the tail of a newt, we are told, but very much larger, that's 8 feet long, that came into the camera. And our best picture, improved by enhancement, was of a flipper in a frame that was taken some 30 seconds earlier. L'information fait le tour de la planète. Peter Scott, le naturaliste déjà mentionné, devenu depuis 1973 Sir Peter Scott, donne un nom scientifique à la créature, Nessiteras rhombopteryx, la créature du Loch Ness à la nageoire en forme de losange. Les chercheurs espèrent ainsi obtenir du gouvernement qu'il protège Nessie. Il s'agit pour eux de la 8e merveille du monde. Nous sommes à une époque où les débats sur la question écologique et sur la protection des espèces animales se multiplient. Nous sommes tellement convaincus de l'authenticité de nos preuves que nous avons alerté les autorités écossaises et britanniques pour leur demander la mise en place de mesures de conservation et de protection de l'environnement. Malgré les articles publiés dans la revue Nature, les critiques pleuvent. Le Dr Hines peut-il nous assurer que ce n'est pas un canular? Absolument. Ainsi, un scientifique amateur d'anagramme découvre que, rangées dans un ordre différent, les lettres qui composent le nom scientifique de Nessie, Nessiteras rhombopteryx, donnent Monster Hoax by Sir Peter S., le canular monstrueux de Sir Peter Scott. Les documentaires consacrés au Loch Ness se multiplient. The National Geographic Society has decided to focus its efforts on Loch Ness. By carefully charting the lake bottom with sonar,
and positioning cameras at strategic points beneath the surface, the geographic scientists hope to overcome the handicap of poor visibility. Hello, I'm Leonard Nimoy. Few of the great mysteries we will explore in this series are as compelling as the accounts of an unknown beast which lives in a picturesque Scottish lake. Les dinosaures envahissent la bande dessinée. Les films de série B mettant en scène des monstres sont de plus en plus nombreux. The Land That Time Forgot. An astounding motion picture based on the book by Edgar Rice Burroughs, creator of Tarzan and the most thrilling science fiction stories ever written. Travel through an underwater passage and discover an awesome prehistoric world. Monster terror above. L'idée que des créatures aquatiques étranges auraient élu domicile dans d'autres lacs, en Écosse et ailleurs, se diffuse. Monster sightings have been reported in other lakes, in Ireland, Canada, the Scandinavian countries, and elsewhere. I'm much more skeptical of lake monsters than of sea monsters, because lakes, after all, are fairly small bodies of water, and there are plenty of eyewitnesses around them. And if these creatures come up to breathe, why aren't they seen more often? On signale d'autres monstres en Irlande, en Scandinavie, en Argentine, en Russie, en Chine, et bien sûr, au cœur de l'Afrique. Les débats se multiplient. Surtout, ils se diversifient. Des auteurs rapprochent Nessie d'autres phénomènes étranges comme les ovnis. Certains témoins ne se contentent pas de décrire des animaux, ils prétendent aussi observer des sous-marins mystérieux ou des machines aquatiques non identifiées. Pour quelques auteurs, Nessie est une créature paranormale, émergeant d'un univers parallèle. Cette hypothèse permet de rendre compte de son caractère insaisissable. Les experts plus ou moins autoproclamés se pressent sur les berges du Loch Ness. Frank Searle, un ancien militaire américain, accumule les clichés de Nessie entre 1969 et 1983. One man who firmly believes in the legend is a lowly Sassenach called Frank Searle. For 7 years, Londoner Searle has scanned the loch for sight and sound of its elusive tenant. He's a firm believer that the monster or monsters exist, and his Lochside Museum sustains interest in Nessie herself. En 1977, un autre personnage insolite, Anthony Doc Shields, se présente comme le nouveau portraitiste officiel du monstre du Loch Ness. Des prêtres viennent exorciser Nessie, des pianistes lui jouent des airs célèbres. Dans un effort pour structurer une recherche qui a tendance à s'éparpiller, un groupe de zoologistes fonde en 1982 une société savante dédiée à l'étude des animaux dont l'existence est controversée comme Nessie, le Yéti ou le Bigfoot nord-américain. Une question demeure. Ces créatures appartiennent-elles à la nature ou à la culture? Révolution scientifique ou légende contemporaine?
Le 9 octobre 1987, les caméras de télévision se bousculent à nouveau sur les berges du célèbre loch. 24 bateaux équipés de sonars passent l'endroit au peigne fin. Un véritable filet électromagnétique est tendu à Nessie. Le projet DeepScan fait la une de la presse mondiale. L'opération est organisée par Adrian Shine, qui enquête depuis 1973 sur les énigmes du Loch Morar et du Loch Ness. Mais la traque est un échec, malgré quelques échos étranges. L'idée que les outils scientifiques pourront venir à bout de l'énigme perd du terrain. Nessie attire toujours de nouveaux enquêteurs, mais l'état d'esprit n'est plus le même. Dans le même temps, la créature de Loch Ness fait désormais partie du patrimoine écossais, au même titre que les fantômes et le kilt. Les années 1980 et 1990 sont marquées par des séries de retournements. Dans les années 1980, des enquêteurs découvrent que l'invention de Nessie doit beaucoup à un personnage connu localement, un garde-pêche du nom de Alex Campbell. Alex Campbell, the local water bailiff, has seen Nessie many times. 20 times altogether. Correspondant local de plusieurs journaux de la région, c'est lui qui est l'auteur de l'article qui a lancé le débat en 1933. C'est également lui qui avait rédigé l'article qui avait tenté de convaincre une première fois le public de la présence d'un animal inconnu en 1930, sans succès. Tout au long des années, Alex Campbell ne cessera d'intervenir dans les médias comme un des témoins privilégiés de la créature, en se gardant bien de préciser qu'il est l'auteur des tout premiers articles. Alexander Campbell, a retired fish and game warden, has over 50 years' experience of living and working on the loch. En 1994, les journaux du monde entier révèlent que la célèbre photo prise par Robert Kenneth Wilson en 1934 est un faux. La photo aurait été fabriquée à l'aide d'un petit sous-marin, un jouet surmonté d'un cou et d'une tête inspirés par les représentations de plésiosaures alors si populaires. À l'origine de la manipulation, l'expert en safari, ridiculisé par la presse en 1933 pour avoir fait passer une empreinte de pattes d'hippopotame pour celle du monstre. Vexé, le chasseur aurait décidé de donner une leçon aux médias, et notamment au Daily Mail. Quelques années plus tard, le film réalisé par Tim Dinsdale en 1960 est réexaminé par l'expert militaire qui l'avait authentifié quelques années plus tard. À l'aide de technologies d'imagerie nouvelles, il conclut que l'objet filmé était probablement un des innombrables petits bateaux de pêche qui parcourent le loch. It's my opinion that the object is inanimate and in fact is much more consistent with the shape of a boat than perhaps it is of the Loch Ness Monster. En 2004, une équipe de télévision engage des spécialistes d'effets spéciaux pour fabriquer un monstre et l'introduire dans le loch de façon à ce qu'il soit observé par les touristes qui visitent les lieux. Après bien des déboires, l'expérience permet de montrer que les témoins rapportent les faits de manière précise, sans exagérer. Le Loch Ness est désormais parcouru en tous sens par des bateaux qui transportent les nombreux touristes sur les lieux où la créature a été signalée. We came to find the monster, and we did. You know, we did. Peut-on continuer à croire à l'existence d'une famille d'animaux inconnus dans un Loch Ness parcouru en tous sens par les touristes ? Les dragons, les animaux préhistoriques sont à la mode. Plusieurs films sont consacrés par Hollywood à la créature. En 1996, Loch Ness. En 2004, Werner Herzog réalise un faux documentaire sur la créature. Et en 2012, Waterhorse réunit la légende du Kelpie et celle de Nessie.
Au moment où les anciennes preuves sont remises en question, de l'autre côté de l'Atlantique, un ancien fan de films de série B discute lui aussi cette idée selon quoi la science serait capable de résoudre certaines énigmes. They're moving in herds. They do move in herds. Après nous avoir laissé penser que la science pourrait recréer les dinosaures disparus et avoir au passage transformé profondément et durablement notre perception de ces dinosaures, Jurassic Park met en cause l'idée selon laquelle la technologie constituerait la solution à tous nos problèmes. Depuis son premier signalement en 1933, Nessie n'a cessé d'être réduit à une croyance irrationnelle et son étude à une pseudoscience. Les débats sur son existence opposeraient des esprits crédules et des sceptiques seuls capables de rationalité. Une telle opposition est problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, contrairement à ce que beaucoup pensent, le débat sur le Loch Ness n'a pas été uniquement influencé par le discours de ceux qu'on qualifie souvent de croyants ou de crédules. Ceux qui se présentent comme sceptiques colportent souvent les mêmes informations fausses. Lorsque le magazine La Recherche consacre un article au Loch Ness en 1976, on y retrouve les mêmes erreurs qu'on trouve dans les livres des fans de Nessie. L'article mentionne la prétendue observation de 5 Columba au VIe siècle. Or, la lutte de Columba contre ce qui est désigné dans le texte médiéval comme une bistie, comme une bête inconnue, est moins reliée à Nessie qu'aux innombrables combats de saints médiévaux contre des dragons. Le dragon de Saint-Georges est-il un plésiosaure? La tarasque de Sainte-Marthe est-elle une variété de Diplodocus qui aurait survécu dans le sud-est de la France? L'auteur évoque le lien entre le Kelpie, le cheval des eaux du folklore britannique, et Nessie. Mais ce lien a été construit a posteriori. La structure des rencontres avec le Kelpie et celle des observations de Nessie n'ont rien de commun. À l'exception de certains films, Nessie n'invite pas les promeneurs à grimper sur son dos avant de plonger dans le loch. Autre affirmation de l'article de la recherche. Le Loch Ness aurait été une région sauvage des Highlands peu fréquentée avant les années 1930. Une sorte de monde perdu dans les brumes du nord de l'Écosse. C'est faux. Avant 1933, le Loch Ness était déjà une destination touristique prisée de la haute société britannique. Au XIXe siècle, la reine Victoria s'y était rendue en villégiature. Rappelons que le Loch Ness est la plus grande étendue d'eau douce de Grande-Bretagne. Ce n'est pas un lac perdu au cœur de la grande forêt du Congo. Difficile de passer inaperçu pendant des siècles. Enfin, l'article reprend une affirmation fréquente des livres consacrés à Nessie. C'est le tracé en 1933 d'une nouvelle route longeant la rive nord du loch qui aurait conduit à multiplier les observations du monstre, créant ainsi la légende. Mais cette route existait déjà avant 1933. Elle est parfaitement visible sur les cartes anciennes. Prétendre que l'on devrait à tout prix distinguer des croyants et des sceptiques n'a donc pas de sens, tout particulièrement à une époque comme la nôtre, où des dirigeants de grands pays nient purement et simplement une partie de la réalité commune, comme l'origine humaine du changement climatique. Rappelons que nous vivons dans un monde où certains affirment créer la vie sur Mars en ayant recours à un modèle économique qui détruit la vie sur Terre. Bref, n'allez pas au Loch Ness. Les véritables cranks passent tous les soirs à la télé.